Sénat qui est en place a en son sein un opposant. Au moment où cette Sénat a été mise sur pied, eh bien, il y avait le FCBE et le président de FCBE et le chef de file de l'opposition. Donc, la seule place de l'opposition était, eh bien, ou est occupée par le parti des FCBE dans la Sénat. Ils n'ont jamais été, vous le savez très bien. Arimi, permettez, vous aurez la parole. Non, il faut quand même dire ça là aux auditeurs. Vous aurez la parole, permettez. Laissez le docteur Alosupo terminer. Je ne suis pas gêné parce qu'il dit, mais ce n'est pas juste. Eugène, poursuivez. Je continue de dire, à l'intérieur à la Sénat, il y a un représentant des FCBE qui était le parti de l'opposition en ce moment. Arimi peut dire le contraire, mais pour l'instant, il y a un représentant des FCBE à la Sénat. Chers internautes d'Enjeux d'Afrique, bonjour et merci de nous retrouver. Direction le Bénin pour continuer à suivre l'actualité politique qui devient de plus en plus intéressante depuis que la coalition au pouvoir a choisi son candidat en la personne de Romualdo Wadagni, ministre de l'économie et des finances depuis près de 10 ans maintenant. C'est lui qui va porter les couleurs donc, de cette coalition qui a soutenu Patrice Talon. Patrice Talon qui n'est plus partant après ses 2 mandats constitutionnels. Le jeu politique devient de plus en plus intéressant en perspective des élections générales de l'année prochaine, une présidentielle, des législatives et des élections municipales. Mais l'opposition n'est pas d'accord avec la façon dont les choses se passent. Pas un jour sans qu'elle ne dénonce des manœuvres pour l'empêcher de prendre part à ce rendez-vous électoral. Dénonciation fondée ou simple stratégie politique? Nous en discutons avec des confrères, également analystes politiques. Je commence les présentations par Arimi Choubadé. Arimi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Rudolf, bonjour à tous vos internautes. Et vous serez ensemble avec le docteur Eugène Alosupo, qui a plusieurs casquettes. Il est journaliste, il est enseignant à l'école de journalisme de l'université d'Abomey-Calavi et également analyste politique. Docteur Alosupo, bonjour et merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé et bonjour à tous. Alors, on va plonger dans le vif du sujet avec cette nouvelle sortie du parti Les Démocrates qui dénonce certaines violations dans la délivrance du quitus fiscal qui compte pour les élections désormais au Bénin, instituée depuis quelques années maintenant. La Direction générale des impôts a mis en ligne un fichier à remplir et le parti d'opposition pense que déjà le pouvoir lui a placé des obstacles sur son chemin. Arimi Choubadé, comment est-ce que vous analysez cette sortie du parti des démocrates? Bon, je dirais que le contraire aurait étonné, parce que depuis sa création, le Parti Les Démocrates a toujours été, je ne dirais pas un jouet, mais a toujours été dans leur cyclone vis-à-vis du pouvoir. Ils sont, si vous voulez, dans une sorte de précarité. Là où ils sont, là maintenant, ils ne sont pas à 100% sûrs de participer aux élections. Et ça va toujours être... ça va toujours être le suspense. Tout de suite dénoncer des obstacles dans l'obtention du quitus fiscal. Est-ce que vous pensez que ces accusations d'abord sont fondées? Celle qui a été précédemment candidate pour les présidentielles de 2021 pour le Parti Les Démocrates est toujours en détention, est toujours en prison jusqu'à ce jour. Et on peut vous citer une crielle de péripéties qui ont jalonné la vie de ce parti-là, surtout en période électorale. Donc, c'est presque naturel qu'on les entende dénoncer à l'avant. Je parle précisément du quitus fiscal. Le jeu n'a pas vraiment commencé, qu'on crie déjà au complot. Est-ce que ce n'est pas suspect? Bon, ça a bien commencé. C'est que c'est sur la plateforme qu'il y a des problèmes. Sur la plateforme, il y a d'abord, ça a pris du temps pour être disponible. Ensuite, pour y accéder,
il y a des mentions qui... sur les mentions, il fallait bien écouter leur dénonciation. Là, on pourrait aller plus concrètement. Oui, par exemple, ils disent qu'il y a des mentions qui interdisent à un candidat de postuler pour deux élections différentes, par exemple. Voilà, ça c'est assez simple. Et d'ailleurs, même, pourquoi lier le quitus fiscal à la participation à une élection? Ça dit que pour d'autres formalités, un citoyen ne peut pas aller chercher son quitus fiscal. Et pourquoi maintenant, si vous prenez la main pour une élection, vous ne pourrez plus prendre la main pour une deuxième élection, alors que la loi n'a jamais interdit à quelqu'un de postuler au nombre d'élections qu'il veut, s'il remplit les conditions. Vous voyez? Donc c'est déjà une restriction volontaire, délibérée de l'institution de l'administration des impôts c'est l'administration des impôts, on est à ce niveau. Bon, qui est d'ailleurs placé sous la tutelle du ministre des Finances, qui lui-même est déjà désigné candidat par la mouvance au pouvoir. Donc, il y a des motifs légitimes de suspicion. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit que la vie de LD est jalonnée de ces genres d'obstruction délibérées du bon ou du mauvais soir. On va revenir à vous dans quelques minutes, le temps d'écouter le docteur Jean Osukpo. Vous pensez effectivement que le Parti des démocrates est dans l'œil du cyclone, comme le dit Arimi Choubadé, ou bien c'est des accusations qu'on qualifierait plutôt de fantaisistes? Non, ça dépend de là où on se situe sur la scène politique. Vous savez, vous avez les démocrates qui restent un parti qui a pris pour option de contre-attaquer et de peindre en noir tout ce que le régime de la rupture a généré comme acquis ou comme passif. Et donc, je ne suis pas surpris de le voir dans la posture, la nouvelle qu'ils ont adoptée, qui consiste à dénoncer ou à taper sur tout ce qui bouge. C'était d'abord, avant la question des quitus fiscaux, la dénonciation portant sur la tentative supposée d'autres personnes qui voudraient détourner leurs députés, leurs élus pour les empêcher d'aller à la présidentielle. Et cette étape dépassée maintenant, on parle de quitus fiscaux. C'est à eux de savoir où mettre les pieds pour sortir gagnant de ce combat-là, encore que l'adversaire ou les adversaires en face ne sont pas des gens qui ont tendance à fermer les yeux sur l'essentiel, puisque eux-mêmes, ils veulent gagner. Et donc, je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Les démocrates vont continuer. Oui, je vous comprends quand vous dites qu'en face, ils veulent gagner. Est-ce que gagner, il le faut à tout prix? Est-ce qu'il ne faut pas gagner à la régulière? Je n'ose pas croire que quelqu'un veuille gagner à l'irrégulière. Parce que les tests existent. Oui, ce que les démocrates ont dénoncé concernant les quitus fiscaux, est-ce que la loi fait obligation à un citoyen de postuler à 3 élections s'il le veut? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à postuler à n'avoir le quitus fiscal pour une seule élection? Quelqu'un qui veut être député ne peut plus être maire. Alors, quelqu'un qui veut être député ne peut plus le mettre, ce n'était pas le cas. Et maintenant, est-ce que le fait de l'imposer sur la plateforme des quitus fiscaux est contraire à la loi? Et à chacun d'aviser et de prendre ses responsabilités, quitte à dénoncer devant les institutions compétentes ou quitte à faire le jeu comme cela s'impose. Je pense que c'est vrai que les démocrates le dénoncent, mais de l'autre côté, ça a la force de décanter la situation. Parce que vous avez des gens qui sont en position de députés et qui ont envie de continuer. Vous avez d'autres qui ont été conseillers communaux et qui veulent être maires. Vous avez des maires qui veulent être députés. Alors, cette plateforme telle que configurée, même si on est d'accord ou pas, donne la possibilité à un candidat de choisir une élection. Je crois que c'est une question c'est une façon, à mon avis, de régler
le cas des omnipotents dans les partis politiques. Ah ouais, mais est-ce que c'est la loi, est-ce que c'est la Direction générale des impôts d'en décider? La Direction générale des impôts n'est pas la Sénat, n'est pas la Cour constitutionnelle. Pourquoi chacun ne joue pas tranquillement son rôle? Alors, il appartient à ceux qui ne sont pas d'accord de saisir les institutions compétentes, quitte à avoir raison, puisque, quoi qu'on dise, eh bien, il y a des institutions qui régulent les élections et auxquelles nous continuons de croire, quelles que soient nos humeurs et nos appréhensions personnelles par rapport à ces institutions-là. Arimi Choubadé, les démocrates, on peut les accuser de faire des dénonciations à tout va. Est-ce que de leur côté, avant de faire cette déclaration de presse, ils ont cherché à savoir ce qui n'allait pas? Peut-être que c'est une simple erreur résultant de cette plateforme numérique. Bon, enfin, vous savez, nous sommes sur une plateforme de journalistes. Hein, donc, c'est pas, on n'est pas dans les commentaires, on est d'abord dans les faits. Hein, et les faits, les démocrates, je vous ai dit qu'ils sont dans la précarité institutionnelle. Ils ne savent pas s'ils vont même participer aux élections. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont eu à participer qu'à une seule élection en 2023, les législatives. À chaque fois, il y a toujours eu... Puisque c'est un camp qui contrôle tout, même les institutions dont parle mon ami Eugène. Il sait très bien que toutes ces institutions sont entre les mains du pouvoir. Les autres n'ont jamais n'ont contribué d'une manière ou d'une autre à leur installation. Hein, et ça fonctionne depuis lors. Donc, je crois que le seul instrument pour les démocrates, c'est même pas de saisir les juridictions. C'est de faire ce qu'ils font, de prendre l'opinion publique à témoin. Et c'est ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont plus d'autres mécanismes. Ils peuvent déposer les recours, si vous voulez, devant la Cour constitutionnelle, dont les 7 membres ont été désignés par un seul camp. Hein. Ce sont les pouvoirs, ce sont les institutions politiques qui désignent les membres de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas par mérite ou par concours qu'on installe la Cour constitutionnelle au Bénin. Hein, c'est le gouvernement et l'Assemblée nationale qui désignent les membres. Or, au moment où on mettait en place cette constitution, tout était verrouillé par le pouvoir. Le gouvernement, bien entendu, l'Assemblée nationale. Et donc, c'est une seule partie qui a installé cette institution. Pareil pour la Sénat. Et donc, pour les démocrates sont donc fondés à ne plus faire confiance à ces institutions et à faire leur combat en prenant à chaque fois témoin l'opinion nationale et internationale. Hein, donc, c'est pas nouveau. Voilà le contexte dans lequel on est en train de faire les préparatifs. Vous savez que la Sénat elle-même avait établi, la Sénat contrôlée bien entendu par un camp, hein, a elle-même délibérément sorti un calendrier et qui a commencé elle-même à... je prends le premier point qui était le retrait des fiches de parrainage. Qui était prévu pour 26 juillet ou quelque chose comme ça, qui finalement a eu lieu, je crois, en août. Hein? Disons en septembre. Oui, mais tout compte fait, ça s'est finalement réglé, ça s'est tenu finalement, les fiches ont été retirées. Ça vous parle de précarité, c'est plus la loi qui parle ici. Hein, c'est le bon vouloir d'un camp qui parle. Alors, donc, comme vous dites là, hein, il se pourrait qu'à la fin, on trouve une formule pour accepter les démocrates, les candidats à postuler au nombre d'élections qui... D'abord, les élections sont coupées. Hein? Et après, la loi a prévu les incompatibilités après les élections. Ça dit que si vous êtes élu maire et député à la fois, vous avez un mois pour choisir. Et c'est pour ça, pour chaque poste, pour chaque candidat, il est prévu un suppléant. Au cas où il y a des problèmes, on pourrait régler ça. Et c'est pas même pas on pourrait, c'est le suppléant qui remplace le titulaire si éventuellement le titulaire laisse son poste. Donc, il ne revenait pas à l'administration des impôts de dire qu'elle veut régler un problème politique en empêchant les gens de postuler à plusieurs élections. Et comme je l'ai dit, si les démocrates n'avaient pas fait cette conférence de presse, bon, je ne sais pas à quel niveau ils pourraient faire des recours et avoir gain de cause.
Non, simplement, la logique aurait voulu qu'ils saisissent la direction des impôts pour savoir si c'est elle-même qui a procédé ainsi ou bien si c'est juste une erreur de la plateforme. Les plateformes numériques, Oui. c'est avant cette étape qu'ils pourraient venir devant la presse dire nous avons tenté de faire ci et nous avons compris que c'est la direction des impôts qui en a décidé. Bon. Vous savez, moi je suis journaliste, je serais même heureux que même il y a un an, il fasse même une conférence de presse. Il peut même faire une conférence de presse tous les jours. Moi, ça me donne la matière. C'est pas à moi de leur dire comment ils vont procéder, la bonne stratégie. Hein? Et c'est évident que le directeur des impôts est au courant. Ça, c'est évident. Hein? Et puis, lui-même, il fait partie de l'opinion. Si on fait une conférence de presse ou qu'on le saisisse par une lettre, l'essentiel, c'est qu'il soit informé qu'il a créé, par lui-même, un problème. Mais personne ne lui a demandé de créer. Lui-même, avant même de lancer la plateforme, il aurait pu venir faire de la pédagogie. Si on devait rester là, comment on appelle-t-on, à simuler les bonnes méthodes, on pourrait demander mais pourquoi le directeur général des impôts, avant même de lancer comment on appelle-t-on, la plateforme, ne convoque pas les partis qui sont censés participer aux élections pour leur expliquer comment il faut remplir les formulaires, leur présenter un spécimen, et que chacun puisse poser les questions qu'il peut poser en même temps, avant de lancer, et pour qu'après, bon, il fasse comme si c'est lui-même qui a créé, ça n'existait pas. Avant, il n'y avait jamais une mention de choix de l'élection, hein, avant d'aller prendre son quitus. Et le quitus, c'est certainement pour faciliter la délivrance des quitus qu'il a procédé ainsi, pour qu'on ne parle plus de retard, de volonté à ne pas satisfaire les demandeurs à temps, qu'il a procédé ainsi pour que les choses aillent plus vite. On a vu les accusations dont il a été l'objet par le passé. Il voulait certainement, je suis pas à sa place, il voulait peut-être éviter. Justement, il ajoute de nouvelles mentions. Ah, si c'est pour éviter, il aurait pu reconduire l'ancienne formule qui a fini par la Cour constitutionnelle. Il aurait pu éviter de rajouter de nouvelles mentions pour ne pas créer de nouvelles polémiques. Ah, si tant est qu'il voudrait faire les trucs dans la transparence et faciliter les choses, je crois que c'est à ce temps-là qu'il pouvait expliquer aux gens, aux partis en présent pour dire nous avons, pas souci de ci, pas souci de ça, fait ci, fait ça, et que cela ne vous étonne pas. S'il y a des difficultés, voilà comment nous allons procéder. Hein, forcément, on ne peut pas, à chaque problème, recourir aux institutions qui vont prendre le temps qu'il faut, trancher, revenir. Enfin, je crois que c'est lui-même qui a créé, enfin, c'est la direction générale des impôts qui a créé cette polémique-là, qui a créé cette nouvelle méthode, qui a changé les règles sans avertir, comment l'appelle-t-on, les participants aux élections ou ceux qui pourraient aller demander le quitus. Ouais, donc, je ne sais pas quel autre moyen les démocrates pourraient se faire entendre que par, comment l'appelle-t-on, cette déclaration de presse. L'appel régulier à la population, aux institutions de tous bords, pour que, bon, si ça pourrait faire bouger les choses. Parce que je vous ai dit, ils ne sont pas sûrs là où ils sont d'aller aux élections. On verra ça après. Voilà, on verra ça après. Eugène Alassoupo, est-ce que cette direction générale des impôts n'apporte pas de l'eau au moulin des démocrates qui, il y a quelques jours, ont fait une conférence de presse pour demander la démission du ministre Wadaï, qui est candidat de la coalition au pouvoir, sous le prétexte qu'il est le patron de cette direction des impôts et qu'il pourrait donner des consignes pour qu'on bloque le candidat des démocrates. Comme il y a déjà ces accusations qui tombent, est-ce que ça n'apporte pas de l'eau au moulin des démocrates, justement? Je n'ose pas croire que ce soit le candidat Wadaï qui ait conçu la plateforme de délivrance des quitus fiscaux. Oui, mais même si l'administration des impôts... L'administration des impôts dépend de lui. Il n'y a pas de débat autour. Oui, ça a été toujours comme ça. Sous Boni Yayi, sous Kérékou, l'administration des impôts a toujours été une structure du ministère des Finances. Alors, l'un dans l'autre, fondamentalement, tout ce que nous dénonçons ici, ou les gens dénoncent, c'est lié à la nature du régime politique que nous expérimentons depuis 1990. Nous avons opté pour un régime présidentiel. Et un régime présidentiel, c'est un régime trop fort. Le président de la République, dans le contexte actuel,
est trop fort pour décider du sort des autres. Il y en a été de même Boni Yayi. Lorsque M. Arimi Tchoubadé parlait d'institutions à sort de la mouvance, mais ça a été le même cas sous Boni Yayi de 2006 à 2016. Est-ce qu'il y avait une cour constitutionnelle de 2006 à 2016 où il y a des membres de l'opposition? À moins qu'on me le rappelle, chaque pouvoir a tendance à faire les choses à sa manière avec ses hommes. Et c'est le problème que nous avons. Et c'est un problème qu'on aurait dû régler quand le président de la République qui a été élu en 2016 a dit et compris lui-même que le régime présidentiel est un régime fort. Malheureusement, eh bien, tout le monde n'a pas adhérer à un certain nombre de choses parce que on n'aimait pas la personne. Docteur Alosupo, cet argument, on l'a entendu de long en large. Bon, est-ce qu'on va chaque fois ressasser les mêmes choses? Finalement, le président a eu les mains libres pour réviser la Constitution à sa guise. Pourquoi est-ce qu'il n'impose pas sa volonté et qu'on fasse évoluer le système politique, le jeu démocratique dans le pays? Pourquoi est-ce qu'on doit rester à chaque fois dans les mêmes erreurs dont nous sommes tous conscients qu'elles ne font pas avancer le pays? Ce que vous appelez erreur peut avoir un autre nom chez ceux-là qui sont les acteurs principaux. Lorsqu'on est dans la mouvance, on a une autre lecture des choses parce qu'on a la force de son côté. Lorsqu'on est président de la République, on a la force de son côté. Dans l'opposition, comme celle du Parti démocrate, nous avons compris et ils ont été clairs que tout ce qui bouge la mouvance est mauvais et ils ont toujours tapé là-dessus. Alors, la politique qui consiste, la politique communicationnelle, qui consiste à toutes les fois à aller à la dénonciation, pourrait peut-être les desservir dans la manière de le faire. Toutes les fois monter au créneau, bon, c'est vrai, la politique de la victimisation peut être utile, mais cette politique a des limites. Alors, je vous permettez, docteur Alosupo, politique de la victimisation, ces gens, ils ont quand même eu des problèmes, d'énormes problèmes aux législatives de 2023 à cause de ces quitus fiscaux, justement. Quand vous parlez de politique de victimisation, c'est comme s'ils inventaient quelque chose. Ils ont déjà été victimes ou ils ont subi des choses dans ce sens par le passé. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Non, l'option de l'éveil et de la dénonciation en soi n'est pas mauvaise, encore que ça leur profite. On ne peut pas dire, lorsqu'ils sentent qu'ils subissent eh bien, des choses de la part de ceux qui sont en face, de ne pas dénoncer. Je crois que dans cette logique-là, par rapport aux nouvelles options qui sont apparues sur la plateforme, ce qui est à faire, c'est contacter le directeur général des impôts. Ce n'est pas interdit, c'est un citoyen, c'est un Béninois, c'est un commis de l'État, quel que soit ce qu'on peut dire de lui, et attendre la réponse qu'il donnerait. Parce que la direction des impôts, ce n'est pas qu'un individu, ce sont des directions, ce sont des personnes, des spécialistes qui sont chargés de ça, pour que ces personnes-là expliquent pourquoi il y a cette option. Et si cette option est jugée contraire à la loi, on avisera peut-être que cette option d'une élection imposée aux candidats pourrait être annulée, pourquoi pas. Tout dépend de ceux qui écoutent de comment le problème est posé. Alors, on va évoluer maintenant dans ce débat, parler maintenant de la dernière sortie du président Boni Yayi qui a aussi porté des accusations graves contre le régime du président Talon. Il dit notamment qu'il y a eu des manœuvres pour empêcher le parti Les Démocrates d'avoir ses fiches de parrainage, que ce problème est réglé. Le président Yayi dit aussi que la coalition au pouvoir a montré un candidat, mais qu'il y a un plan caché, que lui ne permettrait pas que ça se passe, notamment que le président Patrice Talon n'est pas effectivement sur le départ, que des manœuvres sont en cours pour avoir une assemblée monocolore dans le but de modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Arimi Tchoubadé, est-ce que le président Yayi ne va pas trop loin? Est-ce qu'il ne se fait pas des films? Vous savez, je vous ai rappelé tantôt qu'on va parler des faits. Hein? Et Yayi a dit ce qu'il a dit. Moi, je suis un journaliste et puis je ne peux pas m'offusquer que les gens fassent des déclarations tous les jours, à chaque heure
Hein, ça me permet d'avoir de la matière pour informer plus amplement. Il n'a pas porté des accusations contre quelqu'un. Il a dit ce qui est. Il y a eu des manipulations autour du parrainage d'un de ses vice-présidents au parti Les Démocrates. Et il y a même une lettre signée de lui qui a circulé pour dire qu'il supporte le candidat du pouvoir. Une lettre signée de lui, dites-vous, mais moi, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun démenti. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas lui qui a écrit la lettre? Mais qu'est-ce que je lui ai dit tout à l'heure? J'ai dit que c'est une lettre signée de lui. Moi non plus, je n'ai pas eu de démenti. J'ai pas eu de... C'est une nébuleuse. Tout ce que j'ai constaté, c'est qu'il aurait démissionné du Parti des Démocrates, mais il continue de participer aux activités de ce même parti. Donc c'est une nébuleuse sur laquelle moi je ne peux pas me prononcer. Je me prononce sur les faits disponibles et que tout le monde peut aller vérifier. Oui, quand vous dites qu'il y a une lettre signée de lui, les mots ont un sens, c'est comme si c'était pas lui-même qui a signé la lettre. Dites simplement qu'il a signé une lettre félicitant le candidat. Ça, il ne fallait même pas m'inviter, il fallait parler à ma place. Moi j'ai dit que c'est une lettre signée de lui. Maintenant, s'il faut que je tourne la phrase autrement, parce que moi, je l'ai lu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, et je l'ai revu, lui qui aurait démissionné, participer encore aux activités de son parti. Et dans ce que Yahi disait, j'ai cru entendre qu'ils ont fait une séance et qu'il leur aurait expliqué un certain nombre de choses. Et c'est en fonction de ça que lui, il parle de tentatives, de ceci, de cela. Lui, il est plus proche, il connaît plus de quoi il s'agit. Et donc, moi, je prends ça comme tel et je le restitue à ceux qui nous suivent pour qu'ils comprennent eux-mêmes. Je ne suis pas plus éclairé que je peux amener les gens à avoir le même niveau d'information que tout le monde. Oui, mais aidez-nous à comprendre clairement le fond de vos pensées. Donc, selon vous, vous n'êtes pas sûr que c'est lui qui a signé la lettre? Je ne sais pas si c'est de moi qu'il s'agit. Je ne sais pas ce que les gens veulent faire de ma pensée. Je parle de faits. J'ai vu sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, une lettre signée de lui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'il a vu en train de rédiger, de signer? Hein? Je ne sais pas là au moment où il signait. Mais j'ai vu, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, une lettre signée de lui. Et je l'ai vu le lendemain, ou jusqu'à ce jour, participer aux activités du parti duquel il aurait démissionné. Et voilà, donc c'est des faits qu'on restitue. Alors maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire encore. Tout à l'heure, j'ai entendu mon ami Eugène dire que c'est le problème du régime présidentiel. Il n'a jamais été un problème. Le régime présidentiel n'a jamais été un problème. Beaucoup de pays sont dans des régimes présidentiels sans qu'on assiste à ces gens de manipulation. Il sait très bien, lui et moi, nous avons couvert une législature, la troisième, à partir de 1999. Le président de l'Assemblée, le bureau, la majorité n'était pas favorable à Kérékou. On a eu les histoires des ordonnances qui ont été prises parce que le Parlement était contre le chef de l'État. Mais ce n'est pas le même cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a été à des élections en 2019 et il n'y a eu que les deux partis créés. Je pèse mes mots, les deux partis créés par le chef d'État qui ont participé aux élections. Et on a éliminé délibérément, depuis le dépôt des dossiers, tous les autres partis, y compris les autres partis de la majorité. Et on a choisi que les deux. Et ces deux-là seuls, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est un seul parti déguisé en deux qui a siégé pendant toute une législature. Ça, ce n'est pas un problème du régime présidentiel. On a eu des coups constitutionnels qui n'étaient pas favorables au chef d'État, qui ont rejeté beaucoup de décisions que le chef d'État voulait prendre. Donc, ce n'est pas un problème du régime présidentiel, c'est un problème aujourd'hui de dérive, si vous voulez. Quand je vous dis, par exemple, en 2019, qu'on a éliminé tous les... Disons plutôt un problème d'indépendance des institutions, si vous voulez arriver, pour qu'on soit plus clair. Non, ce n'est pas une question d'indépendance. Lorsque, par exemple, on décide d'éliminer tous les autres listes, à l'exception de la liste du chef de l'État, on peut en parler d'indépendance ou de régime présidentiel ou de ci ou de ça. On est parvenu, par des dérives, à ce que nous soyons dans un dirigisme qui n'a rien à voir avec le régime présidentiel. Le régime présidentiel, exactement, c'est ça qui permet aux institutions d'être indépendantes les unes des autres. C'est la séparation nette des pouvoirs.
mais ne sont pas... Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours seulement, le président de la commission des lois, sur un plateau, disait qu'ils étaient en discussion au Parlement sur la formule, la forme à donner au code électoral. Et qu'on les a appelés de la présidence. Et que quand ils sont partis à la présidence, ils sont revenus avec la solution. C'est ça la séparation des pouvoirs. Alors, la présidence, le président Talon a une majorité au Parlement aussi et il peut lui arriver de donner des instructions comme il se passe dans toutes les républiques à sa majorité, et quitte à elle de la faire appliquer au sein de l'institution parlementaire ou pas. C'est pas encore un crime. Oui, mais quand ça dit comme ça, que les débats à l'Assemblée sont tranchés par le chef de l'État, on ne met même pas la forme. On ne met même pas la forme. Nous, on a voté, enfin, les citoyens ont voté un régime de séparation de pouvoir, mais à l'exercice, on constate, c'est ça que moi j'appelle dérive. À l'exercice, on constate que, tout est contrôlé par une seule personne. Et ça, ce sont des faits, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des interprétations ou des commentaires. Donc, et ça dénote de la situation actuelle où les gens, enfin, ceux qui se disent aujourd'hui opposants, enfin, même là aussi, c'est un drift. Vous savez que pour qu'on en arrive à LD, c'est parce que beaucoup de partis ont été pratiquement éliminés, ils ont été sortis même du jeu, et que, ils se sont, tous les exclus se sont regroupés pour créer LD qui a été toléré, qui existe. Alors, Arimi, je vous ramène rapidement à ma question principale. Le président Yahi, dans sa sortie, disait que lui ne croit pas encore en cette volonté du président Talon de passer la main, qu'il y a un jeu insidieux qui se joue actuellement où on veut empêcher l'opposition d'aller aux élections, avoir un parlement, aux élections législatives notamment, avoir un parlement monocolore pour réviser la constitution et se maintenir au pouvoir. Par quel mécanisme cela est-il possible? Mais c'est ce que je voulais. Alors, vous ne m'avez pas écouté, c'est ce qui s'est passé jusqu'en 2023. Jusqu'en 2023, c'était un seul parti, enfin, deux partis du chef de l'État, seuls qui siégeaient à l'Assemblée nationale. Et c'est cette législature qui a permis au président de désigner tous les 7, enfin, le camp présidentiel de désigner tous les 7 membres de la Cour constitutionnelle, de mettre en place une Sénat entièrement d'obédience du régime. Et donc, c'est pas il n'invente pas quelque chose. Alors, s'il a été victime de ça un jour et qu'il le rappelle, vous savez, objectivement, il n'y a pas de problème. Il ne devait même pas avoir de problème entre Yahi et Talon. Ils sont venus, enfin, c'est grâce, entre autres, grâce à Patrice Talon, que Yahi a été président de la République en 2006 et a maintenu son régime en 2011. Donc, ce n'est pas des ennemis jurés. C'est vrai qu'en temps, il y a eu des problèmes et tout ça là. Donc maintenant, en dehors de ça, je vous dis que jusqu'en 2023, c'est-à-dire il y a 2 ans, le Parlement était entièrement 100% Patrice Talon. Parce que tous les autres partis ont été empêchés d'une manière ou d'une autre de participer aux élections. Avec une validation de la Cour constitutionnelle de toutes les institutions qui sont concernées par les élections. Ça a été le cas même pour les... Comment vous appelez, pour les municipales en 2020, en 2019, les législatives 2020, les municipales, il a fallu attendre 2023, il y a 2 ans, pour qu'on permette pour la première fois à LD de participer aux élections. Et en 2021, ils ont eu un candidat qui est encore en prison jusqu'à ce jour. Donc, c'est pas je ne sais pas comment, dans cette ambiance, on peut dire aux responsables de l'aide démocrate d'être confiant, de faire confiance aux institutions, de ne pas avoir des suspicions. Enfin, je ne sais pas comment eux-mêmes ils peuvent croire que cette fois-ci, les gens seront de bonne foi et que tout va se passer normalement. Eugène Alossoupo, vous avez certainement suivi aussi cette sortie du président, de l'ancien président Bouni Yahi, où il est en train d'entrevoir des jeux pas clairs pour une confiscation du pouvoir au Bénin. Selon vous, est-ce que c'est possible? Oui, je pense que c'est un scénario qui pourrait être loin de nous à partir du moment où le candidat choisi par la mouvance a été déjà connu. Je ne sais pas par quelle alchimie le président de la République pourrait se maintenir au pouvoir. Je pense que les différentes suspicions sont peut-être
justifiée parce qu'il s'agit d'une guerre entre deux amis, une guerre qui a continué sur le terrain politique et qui connaît les combats entre les deux pourrait bien s'attendre à ça. Seulement que les démocrates ont intérêt à se consacrer au factuel. Le factuel, c'est que Riyad Wahdahi est candidat de la mouvance. Il faudra que les démocrates trouvent le challenger de Riyad Wahdahi qui a gagné les élections de 2026. Parce que l'objectif principal pour eux, l'objectif qui devait être le principal pour eux, c'est gagner les élections générales, la présidentielle tout au moins de 2026. Alors, dans cette option-là, ce n'est pas simple parce que ce qui est en face, ce n'est pas une mince affaire. Eugène Alossoubo, je vous ramène un peu en arrière dans votre développement. Vous disiez que le système présidentiel est trop fort, sous nos tropiques notamment, et bon, que le président peut prendre le contrôle de toutes les institutions dans les régimes que nous connaissons sous nos cieux. Et vous pensez que ce n'est pas ce que le président Boni Yayi redoute n'est pas possible. Si le président est aussi fort, qu'est-ce qui peut lui être impossible dans nos républiques? On a vu le cas en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas qu'on irait jusque-là, mais un président a juré tous les 5 qu'il quitterait le pouvoir en 2015, mais par cas de force majeure, il est revenu, il s'est réinstallé. Il va à un 4e mandat très controversé actuellement. Sous nos cieux, qu'est-ce qui peut être impossible? Avant 2016, quelles que soient les suspicions, il n'était pas inscrit dans la Constitution que personne ne ferait plus de 2 mandats de sa vie. Maintenant, c'est fait. Comment ceux-là qui ont eu l'initiative pourraient se dédier parce qu'un individu aurait envie de se perpétuer au pouvoir? Je ne pense pas. Certainement, dans une république, tout n'est pas parfait et nous devons espérer qu'à partir de 2026, ce que nous décrions à tort ou à raison pourrait être corrigé, que ce soit le président qui sera le nôtre en 2026. Je voudrais dire à Arimi Tchoubadé que la Sénat qui est actuellement en place a en son sein un opposant. Au moment où cette Sénat a été mise sur pied, eh bien, il y avait les FCBE et le président des FCBE est le chef de file de l'opposition. Donc, la seule place de l'opposition était, eh bien, ou est occupée par le parti des FCBE. Quand bien même, à un moment donné, les démocrates ont estimé qu'ils étaient l'opposition la plus importante pour être représentés là-bas et en lieu et place du représentant des FCBE. Alors, Eugène, est-ce que vous ne donnez pas le très mauvais exemple? Est-ce que vous ne donnez pas le très mauvais exemple? Le président Yayi, le président Yayi, lors d'une rencontre avec son successeur, Patrice Talon, a clairement dit que les FCBE, c'était pas de l'opposition. Avec le déroulement de l'actualité aujourd'hui, les faibles... Avec le déroulement de l'actualité aujourd'hui, les faits semblent lui donner raison. Les FCBE dont vous parlez établissent des accords de gouvernance avec les 2 principaux partis de la majorité au pouvoir. Est-ce que vous les considérez toujours comme étant de l'opposition, honnêtement? Non, au moment où il fallait mettre sur pied la Sénat, il n'y avait que le FCBE et il y a un représentant jusqu'à un nouvel ordre dans la Sénat. Ils n'ont jamais été, vous le savez très bien. Arimi, permettez, vous aurez la parole. Non, il faut quand même dire ça là aux auditeurs. Vous aurez la parole, permettez. Laissez le docteur Alossoubo terminer. Je ne suis pas gêné parce qu'il dit, mais ce n'est pas juste. Eugène, poursuivez. Je continue de dire, à l'intérieur, à la Sénat, il y a un représentant des FCBE qui était le parti de l'opposition en ce moment. Arimi peut dire le contraire, mais pour l'instant, il a un représentant FCBE à la Sénat. Nous, de notre position, c'est appeler à ce que toutes les forces puissent être présentes aux différentes compétitions électorales. Et c'est pour la première fois que nous sommes dans les élections générales. Nous allons, janvier, faire les législatives et les communales à la fois. C'est une épreuve qui ne sera pas très facile. Politique d'abord, parce qu'il
doivent positionner les candidats, aussi bien pour les municipales que pour les législatives, avant de jeter leur regard sur la présidentielle. Je ne n'aime pas en noir un système ou une opposition. L'essentiel, c'est que chacun puisse se retrouver et nous avons des voies de recours, nous avons des possibilités de nous défendre dans la République. Il y a un aspect qui est fondamental à mon avis. Parfois, les résultats politiques dépendent des comportements personnels. On ne peut pas se refuser. J'ai vu dans les démocrates des gens qui sont dans l'opposition depuis 20 ans et qui en ont l'expérience, des gens qui sont représentatifs. De l'autre côté, vous avez des gens, je parle de la mouvance, qui étaient avec Aïe et qui ont acquis de l'expérience, qui se connaissent. C'est une guerre d'intérêt, c'est une guerre politique, et en politique, sauf avis du contraire, parfois, il y a des aspects qui nous échappent. Je crois que les démocrates seront présents à la présidentielle de 2026 et que, pourquoi pas d'autres partis politiques de l'opposition pourront être représentés pour que nous ayons un parlement vif. Arimi Choubadé, je vous laisse réagir d'abord au docteur Eugène Alosoukpo avant que je ne vous pose ma question. Non, le docteur, je ne sais pas, hein, je le connaissais depuis plus d'une vingtaine d'années, mais je crois que je suis un peu... D'abord, sur des faits sur lesquels lui et moi, nous sommes depuis longtemps, il a des lectures différentes aujourd'hui par rapport à FCBE. FCBE, je vais vous raconter, c'est un parti qui a été créé en 2018. Ils ont fait le congrès constitutif à Parakou. Et au congrès constitutif, c'est Valentin Djenotin qui a été élu secrétaire exécutif, c'est-à-dire numéro 1. Suivi, je crois, ça devait être Noureni à Tchadé, après il y a eu Komi Kouché ou de tout ce genre. Et ils ont déposé les dossiers au ministère de l'Intérieur pour avoir le récépissé. Et en 2019, jusqu'en 2019, ils n'ont pas eu les documents pour participer aux élections. Le parti a été créé en 2018. Et puis, dans la foulée des élections municipales de 2020, subitement, le récépissé sort du ministère de l'Intérieur. Et qu'est-ce qu'on voit sur le récépissé? C'est un certain Rompin au lieu de directeur qui est secrétaire exécutif. C'est-à-dire que le secrétaire, le numéro 1 de ce parti a été nommé par récépissé du ministre de l'Intérieur. C'est ça que le docteur appelle parti de l'opposition. Alors, entre-temps, le Rompin dont vous parlez là dit qu'il y a eu un autre congrès pour le désigner patron du parti. Il y a ça aussi qui est ajouté. Alors, quel est le sort alors du parti qui est né à Chola en 2018 à Parakou? Et qu'on nous dise le sort qui lui a été réservé. Si entre-temps, et comment se fait-il que quelqu'un dépose avec les attributs du parti et tout au ministère de l'Intérieur et récépissé sort pour revertir les attributs d'un autre parti? Vous voyez toute la manipulation qu'il y a eu à ce niveau-là. Et le chef d'État s'est empressé de nommer celui-là comme chef de file du parti. Chef de file de l'opposition. Chef de file de l'opposition. Excusez-moi, chef de file de l'opposition. Donc c'est ça qui a désigné quelqu'un à la Sénat et qu'on dit qu'il est représentant de l'opposition. Bon, je ne sais pas si c'est une manière de blanchir cette manipulation. Je passe. Voilà, donc c'est sur cet aspect-là, et je sais très bien que le docteur maîtrise cette actualité-là, pour nous dire oui que l'opposition est représentée à la Sénat. L'opposition n'est pas représentée à la Sénat. C'est l'opposition fabriquée par le pouvoir, si vous voulez, qui est représentée. Et Chola, qui a déjà même participé à ce qu'ils avaient appelé les assises nationales en fin 2019, qui a validé la révision de la Constitution. Quelles que soient vos explications, précisez Arimi Choubadé que formellement, le parti FCBE est aligné dans le rang des partis d'opposition au ministère de l'Intérieur. Oui, à quel niveau? Parce que le ministre de l'Intérieur a nommé son secrétaire exécutif. Je ne sais pas ce qu'il le fonde à se réclamer de l'opposition. Il y a une loi qui pose statut de l'opposition, il y a ses règles. Et vous avez rappelé vous-même tout à l'heure que le parti allait signer des accords de gouvernance ou d'élection, je ne sais pas quoi, avec les deux partis créés par le chef de l'État. Donc le débat est même clos, même si avant on était dans les suspicions, maintenant nous sommes dans les certitudes. Donc ce n'est même plus ça. Et heureusement, je vois heureusement que vous avez rappelé, et c'est fait là vous-même.
Vous voyez, donc, dans ces conditions, on voit que les autres soient dans la suspicion pour dire, bon, si nous allons faire tous ces coups-là, qu'est-ce qu'ils nous font croire que cette fois-ci, ils ne vont pas nous faire de nouvelles vacheries et que nous ne participerons pas aux élections. C'est ça, ils ont déjà été empêchés à plusieurs reprises. Le FCB n'a pas été aux législatives de 2019 parce qu'à l'époque, le Congrès avait désigné, Valentin Djelotin avait désigné un autre exécutif pour gérer le parti. Et on ne l'a jamais admis. Et on a dit qu'ils ont commis des fautes, etc. Il y a même les autres partis de la voie n'ont même pas participé aux élections, en dehors des deux que le chef d'État a créés lui-même. Oui, préciser que c'est cette histoire de certificat de conformité qui a empêché plusieurs partis d'aller aux élections législatives. Ce n'est pas parce que c'est FCBE qui n'ont pas été aux élections. Non, il y a même le parti du Renouveau démocratique du maître Adi Mbodi qui est un soutien du président Talon qui n'a pas pu participer aux élections. Il y avait son certificat de conformité. Le parti de Jacques Ayadi, le parti de la mouvance, qui avait son certificat de conformité, n'a pas participé aux élections. À ce niveau-là, c'est la Sénat qui a décidé de les éliminer sous prétexte qu'il y a eu des fautes matérielles dans la confession du dossier, de tout ce genre-là. Mais ils avaient toutes les pièces en règle. Vous comprenez? Donc, ils ont tous les moyens de décider de ce qu'ils veulent faire. Et quel que soit le recours, vous n'avez jamais gain de cause. Ce n'est pas la première fois que des partis ont été éliminés aux élections. Alors, Arimi Chouvaré, on va évoluer. On en vient maintenant à ma question après cette réaction que vous avez faite aux déclarations de Eugène Alossoupo. Pourquoi le Parti des démocrates tarde tant à nous présenter son duo de candidats à la présidentielle? Pourquoi? Et puis ces conférences de presse, tous azimuts, est-ce que ce n'est pas pour masquer cette difficulté qu'ils ont à choisir un duo de candidats? En tout cas, si c'est la conférence de presse, même s'il y en a une centaine en une journée, moi, journaliste, je suis preneur. Et ça me permet de partager des informations avec ceux qui me suivent. Bon, maintenant, pour la stratégie politique, parce que rien n'oblige le parti, les démocrates, c'est pas parce que la mouvance s'est précipitée pour désigner son candidat avant même que cette députée n'ait retiré les fils de parrainage. Ce n'est pas parce que la mouvance l'a fait ainsi que le démocrate doit s'empresser aussi de désigner son candidat. Et puis, ils sont en plein processus. Je crois qu'ils ont ouvert l'appel à candidature, enfin, au moins pour donner une procédure à la désignation. Ce qu'on n'a pas très bien observé du côté de la mouvance. Ici, ils ont décliné une procédure de désignation qui est la création, enfin l'appel à candidature, la création d'un comité d'évaluation, et c'est par la suite que les propositions vont être faites et le bureau politique va entériner, etc., etc. Ça, c'est dans leur stratégie politique. Mais ils ont le temps, rien ne les presse de révéler des noms pour le plaisir de révéler des noms. Personne ne sait pourquoi la mouvance a anticipé. Peut-être eux aussi sont dans une stratégie, peut-être le chef d'État est dans une stratégie de validation de son poulet pour éviter des trucs ou peut-être pour anticiper des quoi, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans leur stratégie, dans le secret de la libération à un niveau. Mais ici, de l'autre côté, je vous ai dit qu'en réalité, le LD est né de tout ce qu'on a observé par le passé à l'avènement du talon pouvoir et ils ont enclenché un processus qui a disloqué la plupart des partis qui existaient. Et ce sont ces déçus-là qui se sont retrouvés en résistance d'abord, avant de décider de mettre en place un parti qu'on appelle aujourd'hui LD. Et donc, ce n'est pas les gens qui étaient au départ tous. Si vous prenez par exemple le vice-président de LD, le président Éric Rouleté, c'était un opposant farouche à Yahi Boni pendant ces 10 ans de présidence. Ils ne se sont rejoints que quand Talon, la machine répressive, quand ça s'est déclenché en 2016, que tous les partis, tous les grands partis de l'époque devaient disparaître, qui se sont regroupés en résistance. Yahi Boni lui-même a perdu son FCBE. Le FCBE qu'ils ont présenté comme désormais de l'opposition a échappé à Yahi quand le ministre de l'Intérieur a cru devoir valider un autre congrès. C'est vous qui me le rappelez ici dans cet entretien.
Hein? Mais le congrès initial n'avait pas désigné cet exécutif-là. Donc Yahya a dû les lâcher pour se retrouver avec les autres, parmi lesquels il y avait certains qu'il avait affrontés quand il était au pouvoir. Ils ont créé LD. Donc vous voyez que ici c'est beaucoup plus difficile de sortir un nom, ou bien quelqu'un vient, il impose un nom et les autres s'allient. Il faut quand même donner une certaine forme à la désignation, pas pour les défendre, mais rien ne les oblige à faire connaître leur candidat avant, je crois, un mois. Hein? Ils ont jusqu'au 14 octobre, me semble-t-il, pour déposer leur duo de candidats. Voilà, plus de 3 semaines pour déposer le candidat. Ils peuvent faire révéler le candidat à tout moment, dans cette période-là, où on le saura au moment où ils vont déposer le dossier. Donc, je crois que ça, c'est au niveau du LD. Je les ai entendus quand même expliquer le processus pour dire que oui, là, maintenant, et ceux qui veulent être candidats n'ont qu'à déposer les dossiers. Puis après, je ne sais pas s'ils ont encore déjà installé la commission en question qui doit dépouiller les offres, les offres de candidature. Et puis, je crois que c'est au terme de tout ça qu'ils vont révéler non. À quel timing, ou je ne sais pas. Voilà, ils ont au moins cette liberté-là. Ils ont au moins cette liberté-là d'ici à 3 semaines pour nous révéler ceux qu'ils ont pu identifier pour faire partie du duo. Sinon, pour le moment, oui, le chef d'État, lui, il a sorti sa stratégie de sortir le nom plus tôt. Les autres, ils ne l'ont pas encore fait, mais ils ont encore jusqu'en octobre pour le faire. Eugène Alosoukpo, quand on voit le calibre du candidat de la coalition au pouvoir, donc le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani, comme candidat porte-drapeau de la mouvance, est-ce que ça ne met pas trop de pression sur l'opposition, notamment les démocrates? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à présenter quelqu'un qui soit à la hauteur? Nous avons constaté que 24 heures après la désignation de ce candidat, qu'il y a eu des remue-ménages à l'intérieur du moins d'interprétation, parce qu'on était vite rentré dans de comparaison de candidats, d'âge de candidats et d'expérience de candidats. C'est une pression supplémentaire, à mon avis, mise sur l'opposition. Maintenant, c'est à cette politique LD de trouver ses pas, de choisir ceux-là qu'ils pensent utiles à faire le combat, à porter le challenge contre le candidat du pouvoir pour se donner une chance à la présidentielle. Dans tous les cas, pour les LD, il faut culbuter ce qui est en face, puisque Parti Talon devait partir, pour faire soit une nouvelle dynamique politique qui puisse leur permettre d'exprimer leur façon de penser, de repenser l'État. Pour en arriver là, il faut faire la campagne avec son candidat, il faut avoir les moyens de faire campagne. Je ne pense pas que le fait de dire qu'on est dans l'opposition suffirait à convaincre la majorité des Béninois. Être dans l'opposition, c'est un fait, c'est une position choisi pour le combat politique. Il y a d'autres arsenaux, d'autres moyens dont il faut se doter pour se donner une chance dans la République, notamment parce que fondamentalement, je pense, pour ceux qui sont en face, je parle de la mouvance a envie de gagner la présidentielle, mais Arimi Choubali doit être d'accord avec moi qu'il ne sert à rien qu'un président gagne une élection présidentielle sans avoir une majorité parlementaire. Et donc, ils vont logner de ce côté-là, avoir au-delà de la majorité absolue et continuer à gouverner le pays. Et donc, le challenge aujourd'hui, ce n'est pas seulement gagner la présidentielle pour l'opposition, c'est gagner les élections législatives. Et de là à là, il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a beaucoup de points de vue à harmoniser pour qu'on en arrive là. Ce n'est jamais un hostile dans les deux camps, ce n'est pas évident. On a choisi Romuald, ça ne ferait pas l'affaire de tout le monde de l'autre côté. Il y en a qui auraient préféré d'autres. Comme dans l'opposition, on va choisir un candidat. Oui, Eugène Alosoukpo, je vous comprends, mais est-ce que ce n'est pas plus difficile, est-ce que ce choix, cette décision à prendre ne sont pas plus difficiles du côté de l'opposition
que du parti au pouvoir. Parce qu'au parti au pouvoir, on a un leader incontesté, que quand il parle, tout le monde se range, ce qui n'est pas forcément la même chose du côté de l'opposition. Est-ce que Yahi Boni n'a pas plus de problèmes actuellement que Patrice Talon? Non, pas de problème, plus en difficulté. Parce que de le côté ils ont réglé le problème, le temps de voir la colistière ou le colistier. Maintenant, il faut désigner la tête de liste présidentielle du côté de la mouvance, avec tous les noms qui sont cités, tous les intérêts, ceux qui sont à l'extérieur et qui doivent influencer bien les décisions pour une chance de rentrer, ceux qui sont à l'intérieur et qui veulent grandir politiquement. Il faut harmoniser tous ces points de vue pour que les choses se passent bien. Parce que 10 ans d'opposition au Bénin, ce n'est pas facile. Ce n'est pas très facile. Et lorsque on manage mal, on va partir pour 10 nouvelles années, de 2026 à 2036. C'est beaucoup pour d'autres qui sont quand même des gens intelligents, méritants, et qui, parce qu'ils auraient choisi de porter leur voix contre un pouvoir, auraient été mis totalement en marge en dépit de leur expérience et de ce qu'il peut apporter à la République. On va aborder maintenant la chute, comme on le dit chez nous autres journalistes. On va commencer à sortir petit à petit de cette émission. Les dernières questions, je vais vous les poser. On a déjà fait près d'une heure d'émission. Arimi Choubadé, est-ce que du côté du Parti des démocrates, vous voyez quelqu'un, un candidat, je ne vais pas dire sérieux, je ne vais pas le faire offense, j'estime qu'il y a de sérieuses personnalités de l'autre côté, mais est-ce que vous pensez que l'opposition a des cartes à jouer face à Romuald Wadani? Oui, j'ai même envie de dire que tous les présidentiables de LD sont valables. Dès lors qu'on sent beaucoup plus aujourd'hui le parti que l'individu. Parce que même le président du parti, Yahi, il n'est même pas... il est fort clos. Ça veut dire que c'est plus lié à une personne. Et je vous ai dit que Yahi même a rallié la dynamique LD quand il a perdu son SCBE. Il n'est pas le fondateur, il n'est pas l'inspirateur principal. Et quand le parti est né, il n'était pas le président. Il était, bon, on lui avait trouvé un titre honorifique de président d'honneur. Il a pris la direction du parti il y a à peine un peu plus d'un an. Donc, moi, j'estime qu'au niveau de ce parti-là, c'était des présidentiables qui se sont mis ensemble pour créer ce parti-là. Et donc, pour trouver quelqu'un pour mener la campagne ne devait pas poser problème, selon moi. Et je voudrais dire qu'au Bénin, dans le régime béninois, le chef d'État n'a pas besoin d'une majorité parlementaire pour gouverner. Pas du tout. Nous sommes dans un régime de séparation nette du pouvoir. Yahi en a fait l'expérience, Kérékou en a fait l'expérience de gouverner avec un parlement hostile. Donc les deux élections sont totalement différentes. Et même quand Talon venait au pouvoir, il n'avait pas de majorité en tant que tel. Et c'est une fois arrivé au pouvoir que certains sont ralliés à lui. Et puis très souvent au Bénin, quand un président vient, je crois que toutes les oppositions, même si elles passent, se calment pour le voir lancer sa politique et que ce n'est que plus tard, après, quand on a les preuves de la gestion, que les antagonistes reprennent et tout ça. Donc, pour moi, les deux élections, il n'y a pas de problème. Même si le chef d'État... Oui, quand vous dites qu'il n'y a pas de problème, oui, on peut le comprendre, mais pour que la gestion soit plutôt tranquille pour le président, il a besoin d'avoir le contrôle du Parlement. Je vous donne, par exemple, le cas du Sénégal, où Sonko et son compère Diomaye ont été obligés de dissoudre l'Assemblée nationale pour s'offrir une majorité. Donc, en politique, le Parlement, pour un président, ça compte. Non, eux, ils ne sont pas dans un régime présidentiel. Il y a un Premier ministre, il y a la dissolution du Parlement. Nous, on n'a rien de tout ça. Le Parlement, au Bénin, le Parlement ne peut pas destituer le chef de l'État. Et le chef de l'État ne peut pas dissoudre le Parlement. Sauf s'il y a des fautes, des crimes, on peut déférer le chef d'État devant une juridiction, à la condamnation, il perd le pouvoir et tout ça. Mais politiquement, il n'y a pas ce risque-là. Donc le chef d'État, il gouverne. Il y a eu plusieurs fois, je vous ai dit que Kérékou a gouverné, enfin,
Soglo d'abord. Oui, pas ordonnance, c'est pas ce qu'on souhaite non plus, Arimi Choubadi. Non, mais moi, je suis journaliste, je ne suis pas un prédicateur. Hein? Et il y a des institutions, il y a une loi, il y a une constitution. Donc, on n'a pas besoin de s'embrasser tous les jours pour gouverner. Si chacun reste dans son couloir et fait ce que la constitution lui dit de faire, ce n'est pas moi, mes vœux qui comptent. Alors, si les Béninois décident de ne pas donner au chef d'État la majorité parlementaire, il en sera ainsi et il va gouverner jusqu'à la fin de son mandat. Lui, il n'a même pas la chance. Sous les autres présidents, ils ont la chance de connaître les élections législatives en cours de mandat pour leur permettre peut-être de reprendre la main. Mais cette fois-ci, celui qui perd la majorité dès le début, il va le conserver, il va conserver cette position-là jusqu'à la fin, à moins qu'il y ait des jeux de chaises musicales en cours d'exercice. Sinon, il n'a pas la possibilité de dissoudre le Parlement pour s'offrir une majorité. Et je ne vois pas... en tout cas, j'espère que ceux qui ont fait la révision, puisque c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, hein, ils ont certainement, parce que honnêtement, je ne sais pas à quel niveau ils ont mené les réflexions, je ne sais pas de quelle doctrine on a sorti les nouvelles mesures. D'ailleurs, ça nous crée tellement de problèmes aujourd'hui. On ne sait pas quels sont les recours intellectuels, juridiques, pour pouvoir justifier les bien fondés des choix qui ont été faits. On les subit, on essaie de subir. J'espère qu'un jour, ils ne seront pas eux-mêmes victimes de ce qu'ils ont, toutes les réformes qu'ils ont dit avoir lancées ici et là. Donc, je continue de croire que si on s'en tient à notre constitution, le fait de ne pas avoir la majorité, je me souviens du président Nago Mathurin qui a été président de l'Assemblée nationale pendant 2 législatures. Hein? Sur les 2 législatures, ces rapports, même à l'interne du Parlement, ces rapports d'activité ont été presque tous rejetés. Et pourtant, il est resté là, président, sans que ses collègues ne valident, parce que le mécanisme pour les décisions sont tellement complexes qu'ils n'y sont pas arrivés avant que, par le jeu des chaises musicales, le régime ne reprenne la main pour qu'il retrouve une certaine majorité. C'est ce que dit notre loi. Donc, les jeux sont ouverts. Tout ce qu'on peut regretter, parce qu'on ne va pas être froid non plus. Nous sommes des citoyens. On ne peut pas souhaiter que le pays soit constamment en ébullition, en instabilité. Parce que n'oubliez pas, de 2019 à ce jour, pour les élections seules, c'est des dizaines de morts tués froidement dans la rue. Et on a voté des lois, on a voté une loi d'amnistie pour ne pas juger les coupables. Certains sont en prison. Quand vous dites dizaines de morts, est-ce que ce n'est pas exagéré? Soyons fidèles aux chiffres officiels. 25 morts selon un rapport qui a été commandité par un certain nombre de... Un rapport que le gouvernement n'a jamais validé par ailleurs. Attendez, mais c'est le gouvernement qui a voté la loi d'amnistie pour dire de lui même pas... Pour le gouvernement, il n'y a plus de problème. Les événements n'ont même pas existé. Le gouvernement n'a plus de rapport à valider. Pour le gouvernement, si rien ne s'était passé, pourquoi on a voté la loi d'amnistie? On a amnistié quoi? Et si vous lisez la loi d'amnistie, vous verrez qu'on a bien parlé de faits constitutifs de crimes, de délits, de condamnations. Donc, on est bien conscient qu'il y a des crimes qui ont été commis, et pourtant on a dit non, on ne va pas à la justice. Donc, il n'y a plus de rapport. Le rapport validé par le gouvernement aurait quel sens? Et puis, je vous dis, c'est un rapport, c'est une compilation. Il y a TV5, curieusement, qui a sorti un document. Il y a une commission du droit de l'homme présidée par Maître Parapé qui a sorti aussi un rapport. Et bon, un de nos confrères s'est amusé à compiler tous ces rapports, il y a des reportages, bien entendu, de France 24 et tout ça. Et il en est arrivé au chiffre de 25 morts. Et ça n'intéresse pas le gouvernement parce que le gouvernement a amnistié les faits. Ouais. Donc, en tant que citoyen, c'est gênant, c'est même inquiétant. On se dit, ça ne s'est pas passé en un jour, c'est cyclique. À chaque élection, il y a des violences, il y a des morts, et puis il y a des gens qui prennent l'exil, il y a des gens qui sont en prison. Donc, en tant que citoyen, on laisse les journalistes froids, analystes, etc. Et on se dit, bon, écoutez, il ne faudrait pas que ça soit continuel. Parce que même sur les terrains d'opération, on pourrait prendre une balle perdue qui ne vous est pas adressée. Tout le monde a besoin de quiétude pour travailler, pour s'épanouir, pour s'exprimer. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter en filigrane. Mais pour le reste, oui, il y a aujourd'hui manifestement des signes de friction
Hein, et LD, je vous dis, l'existence même de LD est problématique. Hein, c'est des gens qui ne sont pas même... LD, les démocrates, pour nos internautes qui ne sont pas béninois. Tout à fait. Les démocrates, je vous ai dit que même Yaïbouni a rallié cette cause. C'est-à-dire c'est tous ceux qui étaient, dont les partis ont été cassés par la réforme, qui ont essayé à un moment donné de créer ce qu'ils ont appelé eux-mêmes résistance, avec la diaspora, avec tout ça. Mais il fallait avoir une résistance politique pour aller aux élections. C'est comme ça qu'ils sont constitués en parti politique. Et bon, ils essaient de résister. Voilà. C'est le sens même. Donc, vous voyez même la méthode de lutte où il y a la suspicion, ils ont perdu confiance dans les institutions qui ont aidé à la disparition de leurs partis respectifs et qui, bon, aujourd'hui, sont obligés constamment d'appeler l'opinion publique et internationale à la rescousse, bon, pour ne pas tomber, pour ne pas subir, hein, parce qu'ils ont tellement subi, si on devait faire la genèse ici, bon, enfin, des heures ne suffiraient pas. Docteur Eugène Alossoupo, les élections donc qu'on appelle générales, législatives et communales ainsi que la présidentielle se tiennent l'année prochaine donc en 2026. Le climat politique au Bénin est jusqu'à présent apaisé. Est-ce qu'il y a des craintes que ce que dénonce Arimi Choubadé, donc ces pertes en vies humaines, interviennent encore au cours de ce processus électoral? Une élection, c'est toujours des confrontations. Il y aura une campagne où les candidats vont s'affronter, où des partis vont s'affronter. Et ça sera peut-être dû à la présidentielle, parce que ils sont à l'extérieur depuis 7 ans, 8 ans, ont envie que les choses changent pour qu'ils reviennent au pays. Ceux qui sont dans l'opposition ont envie de gouverner le pays, et ceux qui sont en position aujourd'hui n'ont pas envie de lâcher les choses plus tôt. Et donc, ce combat, je dis pas cette guerre, ce combat va se faire jusqu'à ce que les institutions qui sont là, quel que soit ce qu'on en dit, proclament résultat pour que, une autre phase politique commence, de gouvernance aussi, commence au pays. Que le prochain président s'appelle Romia Douadayi ou le candidat, le Bénin ne va pas s'arrêter, le Bénin va continuer à des vues, des façons de voir les choses différemment. Depuis l'ère du renouveau démocratique, le Bénin a toujours connu des alternances démocratique, plutôt pacifique. Le président Soglo, lui, n'a eu malheureusement ou heureusement qu'à fait un seul mandat, c'est selon le côté où on se trouve. Le président Kérékou II, il a fait ses 2 mandats. Boniaï est venu, il a fait 2 mandats. Talon est en train de terminer 2 mandats. Est-ce que vous pensez que cette règle de changement de pouvoir après ces 2 mandats constitutionnels va encore se répéter cette fois-ci, ou bien on aura l'exception? Alors, nous espérons que à partir de 2026, les choses changent en bien pour les Béninois, parce que ceux qui sont au pouvoir ont envie d'y demeurer, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être aux affaires depuis 2016 ont envie d'y être. Ils mettront tous les moyens utiles pour réaliser leurs vœux. Même si en face, il y a une autre machine qui va travailler à se faire maintenir. Pour l'essentiel, 2026, ce sera une autre façon de voir les choses. Même si c'est le candidat Romia Wadayi, il n'aura pas la même façon de voir les choses comme Patrice Talon. Chacun a ses amitiés, ses convictions, son cercle d'amis, sa façon de voir. Quelque chose changera fondamentalement à partir de 2026. Les démocrates souhaitent que ça soit leur tour. Ceux qui sont au pouvoir veulent continuer leur pouvoir. L'essentiel, ce sont les auditeurs, du moins les électeurs, qui vont décider du sort de chaque parti et de chaque candidat. Moi, je n'ai peur de rien du tout, parce que, le Bénin va continuer à exister après 2026. Alors, avant de vous laisser partir, Dr Eugène Alossoupo, une toute dernière question. La présidentielle de 2026, selon le calendrier électoral, est prévue en 2 phases. Il y a d'abord un premier tour qui se tient en avril, et puis un second tour, éventuellement, s'il y en a, en mai. Mais à la où les choses se présentent, où on risque d'avoir au plus 3 candidats. Aujourd'hui, il n'y a que 2 qui se dégagent, étant donné les possibilités de parrainage qu'on peut donner. Il y aura au plus 3 candidats. Dans ces conditions, est-ce que l'élection ne risque pas de se jouer tout simplement au premier tour?
possible. Ce sont les électeurs qui décident. C'est celui qui aura convaincu davantage, c'est celui qui aura mobilisé plus de moyens, c'est celui qui aura maîtrisé les grands électeurs, c'est celui qui convaincra par rapport à sa politique, à ce qu'il a envie de faire du Bénin. Si la majorité des Béninois décident qu'au premier tour, le 12 avril, que quelqu'un se dégage, tant mieux, on aura économisé de l'argent pour le pays. Au cas contraire, nous irons à un deuxième tour et quelqu'un va se dégager pour être le président des Béninois à partir de 2026. Alors, je vous pose ma question, je vous repose la question autrement. Il n'y a que 2 candidats, est-ce qu'il y a possibilité d'aller au second tour, Eugène Alosoukpo? Oui, s'il n'y a que 2 paires de candidats, il y a quelqu'un qui sera élu, que ce soit l'opposition ou la mouvance. Chacun d'eux a envie que son candidat passe dès le premier tour. C'est une option qui va nous faire économiser beaucoup d'argent pour le deuxième tour, pourquoi pas. Et moi, je n'ai aucun doute de ma position. Dans tous les cas, il y aura un nouveau président de la République en 2026. Il ne va pas s'appeler Patrice Talon, mais il y aura un nom que tout le monde saura après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Vous en êtes certain? Mais c'est évident. Moi, je ne suis pas pessimiste dans ces cas-là. Ce sont les mêmes qui ont mis dans la Constitution qu'il faut jamais faire plus de 2 mandats de sa vie. Je ne sais pas par quelle alchimie l'argument va changer pour que quelqu'un d'autre vienne faire 3 mandats. Et pour des indiscrétions, il y a beaucoup de présidents de la République qui auraient de la sous-région d'Afrique et qui aurait voulu que les choses continuent au Bénin. C'est lui-même qui aurait dit non. Donc, jusqu'à ce qu'on choisisse un candidat, ça veut dire qu'il y aura obligatoirement alternance en 2026 au Bénin. Merci infiniment à vous, Eugène Alosoukpo, docteur Eugène Alosoukpo. Vous êtes enseignant à l'école de journalisme de l'université d'Abomey-Calavi, c'est au Bénin. Vous êtes, avant cela, journaliste et puis analyste politique. Merci d'avoir pris part à ce débat, de nous avoir apporté votre éclairage. Merci beaucoup et à bientôt. Alors, on va terminer avec Arimi Choubadé. Est-ce que vous êtes confiant que l'élection, le processus électoral, le scrutin à élection générale qui se tiendra en 2026 au Bénin, va se passer dans la paix et la quiétude? Non, je n'ai aucune... Enfin, ça ne dépend pas de moi, les élections. Mais je vous ai déjà dit que les processus électoraux depuis 2019 nous ont généré des morts, des exilés, des gens qui sont encore en prison. Et je n'ai pas encore vu le signe qui montre que, bon, ça va se passer autrement. On a même l'impression que c'est bis repetita, les mêmes tiraillements avant le scrutin, voilà, les mêmes récriminations. Je n'ai pas eu l'impression que les choses ont été améliorées. Donc, tout dépendra des acteurs. Dans ce cas de figure, par exemple, à l'allure où les choses se déroulent, l'opposition ira quand même aux élections. L'opposition n'a jamais boycotté les élections au Bénin depuis la conférence nationale Capon-Bis. Si on a empêché des gens d'aller aux élections, c'est parce que le pouvoir l'a voulu. Il n'y a pas eu de boycott. Donc, jusqu'à preuve du contraire, les démocrates, les opposants vont tenter de participer aux élections. Et si, parce que c'est comme les manipulations qu'on a commencé par observer sur un thème qui est venu sortir de nulle part, où on a parlé d'auto-parrainage, par exemple. Oui, ça a été réglé, ça a été réglé très rapidement. Voilà, cette expression ne figure pas dans la loi. Tout comme ce que vous avez évoqué tantôt, le certificat de conformité, qui n'était pas dans la loi, qui a été incidemment sorti par la Cour constitutionnelle et qui a permis d'éliminer les partis de l'opposition. Et après, ça n'a pas suffi. Et la Sénat a continué l'épuration en sortant tous les partis qui étaient de la majorité, mais qui n'étaient pas désirables. Et à la fin, il ne restait que les 2 partis créés par le chef de l'État pour aller aux élections en 2019. Et qui a donné lieu à toute la violence après. Et voilà. Donc, cette fois-ci, je ne vois pas les démocrates boycotter les élections. Non, je ne dis pas qu'ils vont boycotter les élections, mais quand vous êtes aussi pessimiste, est-ce que Arimi Choubadé, après tout, vous n'êtes pas un peu alarmiste quant à la situation politique au Bénin? Non, je vous ai déjà dit tantôt que ça dépend des acteurs. Moi, je n'ai pas vu... Écoutez, il y a eu des appels, par exemple, à des assises avant les élections. Il y a eu même des appels du clergé, de la société civile, de tout le monde pour
modifier un peu le code électoral pour enlever des goulots d'étranglement que les acteurs, même ceux qui ont les initiateurs de la loi, même ont reconnu. On a vu le chef d'État dire oui, les élections, on a dit 20%, pas dans toutes les 24 circonscriptions électorales. Il faut avoir, chaque liste doit avoir au moins 20% pour être éligible, si vous voulez, au décompte des voix. Si vous perdez dans une seule circonscription, vous n'aurez plus aucun député dans aucune autre circonscription électorale. Alors que la fois dernière, il y avait été question de 10%. Et sur les 8 partis, les 8 listes qui ont compétit, c'est seulement 3 qui ont passé l'étape de 10%. Et pour les élections qui viennent 2-3 ans après, on amène ça à 20%. Comme ils disent, et le chef d'État lui-même reconnaît qu'il peut arriver qu'aucun parti n'obtienne les 20%. Elle dit, bon, allons légiférer pour prévoir alors ces cas. Il dit, non, on laisse comme ça. Après, la Cour constitutionnelle va nous dire ce qu'il faut faire. Vous comprenez ça? Déjà, ça ne rassure pas. Comment on appelle ça? Un délit de légiférer. Délibéré de légiférer. On est conscient qu'il pourrait y avoir des problèmes, mais on refuse de prévoir ces problèmes-là. Ça ne dépend pas de moi. Et tout le monde, je vous dis, le clergé a demandé à ce que cette disposition-là soit revue. Pour que, si le cas se présentait, on puisse déjà déterminer à l'avance ce qu'on va faire. Alors, imaginez qu'on fasse les législatives en janvier et qu'on a même eu le président de la commission de la loi qui dit si éventuellement aucun parti n'obtenait les 20% par circonscription électorale, qu'on annule les élections et qu'on reprend. Simplement. Vous voyez, c'est dans une tête désinvolture qu'on se demande, bon, qui ne veut pas la paix. Ouais, donc, c'est pas qu'on souhaite qu'il y ait des problèmes, mais on peut anticiper. Et je vous le dis, depuis 1990, on n'a jamais connu une élection avec des morts. Avant 2019. Et puis après, ça a suivi en 2020. Et puis après, en 2021, c'est en 2023 où on a accepté, les démocrates, aux élections, que la tension a baissé un peu. Mais là encore, parce qu'au niveau du résultat, il y avait des problèmes. Et devant la Cour constitutionnelle, la Sénat qui a gagné les élections, une semaine après les élections, elle disait que les résultats sortis des bureaux de vote étaient caducs et qu'on devait s'en tenir à ce que lui, enfin, elle, Sénat, institution en charge des élections, a donné comme résultat, on s'en tient à ça. Mais on n'ira plus chercher les résultats sortis des bureaux de vote et que lui déclare ces résultats caducs. Et la Cour constitutionnelle l'a accompagné dans cette voie-là. Vous voyez, donc ça dépend des acteurs et principalement de ceux qui détiennent le pouvoir d'État. Donc on est bien avis tous d'être rassurés. Mais avant 2016, comment appelle-t-on, le président Talon était même en exil. Il était en exil jusqu'en 2015. Et je crois qu'il y a eu des médiations, il y a eu même le président Abdou Diouf qui était à la francophonie, qui s'y a mis un certain nombre de chefs d'État de la sous-région. Et on l'a laissé rentrer. On l'a laissé rentrer au pays, il a participé aux élections et il a gagné. Il est venu d'exil, il a participé aux élections, il a gagné. Alors, donc, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Vous êtes là, vous remplissez toutes les conditions, mais on peut vous sortir n'importe quoi, n'importe quand pour dire que non, voilà, vous n'irez pas aux élections. C'est toute la problématique de ce qui va se passer dans les mois à venir. On va donc continuer à suivre la situation politique au Bénin jusqu'aux élections générales qui vont se tenir donc l'année prochaine. Une première phase avec les législatives et les communales. Et puis la présidentielle, elle va suivre, ce sera en avril. En tout cas, merci beaucoup à vous, Arimi Choubadé, journaliste et analyste, d'avoir pris part à cette émission, de nous avoir apporté votre éclairage sur la situation politique au Bénin. Amis internautes d'Enjeux d'Afrique, on prend le rendez-vous pour d'autres numéros de débat sur l'actualité politique en Afrique. Merci de nous avoir suivis encore cette fois-ci. À très vite.